Bonjour à vous et bienvenue dans le PodCheck, le podcast 100% hockey et de retour pour parler, pour débriefer cette première ronde de folie dans la NHL avec des surprises, une surprise et pas tellement d'autres. Mais pour parler de ce sport et pour parler de notre passion à tous, il faut toujours être très bien accompagné et c'est pour cette raison que j'ai toujours la chance, l'immense joie, l'immense honneur, que dis-je, la grande joie d'être accompagné de Elio. Salut Elio. Salut Thomas, salut Nino, salut les auditeurs. Bonjour, bonsoir, bon après-midi tout le monde. Et oui, et bon après-midi et surtout bonjour aux fans des Caps. Je... on se jinxe pas, mais bon. En tout cas, j'ai envie de dire une chose, les Canadiens de Montréal n'ont pas parlé français sur la glace. Et oui, et encore moins face à Tom Wilson. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. On t'attendra pour parler de cette série, très cher Elio. Le deuxième larron de ce podcheck, le deuxième coéquipier, celui même qui fait des passes magnifiques et qui parle de la Suède magnifiquement bien, mais aussi des Ducs d'Angers. C'est Nino Bourges-Maldinez. Comment ça va, Nino? Salut Thomas, salut Elio, salut tout le monde. Bah écoute, ça va très très bien et vous? Ça va super bien. Alors, content ou pas là? Toronto, ça y est, ça sent la coupe? Mais non, alors non, ça sent Florida. Florida à partir de cette nuit d'ailleurs, série qui va être à suivre. Mais finalement, tu vois, on avait plutôt pas mal eu le flair sur ce premier tour des séries. Donc on va pouvoir en rediscuter. Mais non, en tout cas intéressant et content de voir qu'on a enfin un gardien potable devant le but. Eh oui, comme quoi les miracles, ça existe. Sans plus attendre, messieurs, on va passer aux échos de la glace. Et n'oubliez pas, parler de hockey, c'est toujours bien. Quand on a une bière en main, demandez à Elio. Bah Elio, tiens, tu sais quoi? Je vais commencer par toi. Qu'est-ce qui t'a marqué ces 2 dernières semaines en matière de hockey sur glace? Bah, on va prendre la grosse info hors playoff. C'est évidemment eh bien, un certain Mike Sullivan, qui est coach historique des Pittsburgh Penguins depuis 2015. On est en 2025, depuis une dizaine d'années. Il a remporté 2 Stanley pour ses 2 premières saisons du côté de la Pennsylvanie. Ensuite, ça a été un petit peu moins bien et que sur la pente descendante. Voilà, il a été viré. Choix fort, mais choix dur. Et il a vite retrouvé une maison parce que du coup, il y a un autre coach qui a été viré, Peter Laviolette, s'est fait dégager de New York. Et bien, il a été remplacé par Mike Sullivan dans la foulée. On a de temps en temps ce jeu des chaises musicales assez drôle en NHL. Là, c'est le cas avec. On a eu le coach de Boston cette année qui est parti du côté de Saint-Louis. On a vu que ça a plutôt bien fonctionné d'ailleurs. Monsieur Jim Là, Montgomery? Sullivan qui part du côté d'une équipe ennemi, j'ai envie de dire, des Penguins. Donc voilà, et d'une côté d'une très grosse équipe sur la carte de la NHL. Ah oui, donc ça reste quand même. Il a quitté son travail, il a trouvé un poste très vite. Donc voilà, pas besoin d'aller à France Travail. Elio, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, pas forcément, juste que j'ai quand même l'impression que ce move, alors je vais être tout à fait honnête, est-ce que ça va améliorer New York? Est-ce qu'on change pas une chemise pour avoir la même chemise? Voilà, je suis pas ultra convaincu. C'est juste que c'est un petit peu un choc dans le monde du hockey parce que, encore une fois, on parle d'un coach qui avait une grosse carrière, qui était collé à une équipe réellement, parce qu'avant, il est juste coaché à Boston en tant que head coach en NHL 2 saisons, il me semble, mais Et puis deux littéralement, coupes Stanley. Deux coupes Stanley avec Pittsburgh. et c'est ça, et ce que j'allais dire, littéralement, Sullivan, c'est Pittsburgh, tu vois. Et là, le retrouver du côté de New York chez les Rangers, c'est quand même assez improbable. Mais encore une fois, comme je viens de le dire, à Nino d'ailleurs a hoché la tête. euh, et j'ai pas trop l'impression que ce soit le gros move à faire du côté de New York. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui va leur apporter un semblant de changement pour les prochaines saisons. Tu vas passer Bah, de c'est ça, si je peux coacher. me permettre, t'es passé d'une chemise blanche à une chemise blanche d'un blanc cassé, quoi. C'est pas de grand changement, mais on dit que t'as changé de chemise, quoi.
Ouais, effectivement. Et puis il va passer quand même de coacher Malkin et Crosby à Panarin. On va encore avoir Shesterkin dans l'effectif. Donc voilà. Et d'avoir aussi un vestiaire qui est un peu en bazar. Donc bon courage, Mr. Sullivan. Bon courage et welcome to Rangerstown. Nino, qu'est-ce qui t'a marqué dernièrement en matière de hockey? On va évidemment parler des playoffs, mais qu'est-ce qui m'a marqué ces dernières semaines en termes de hockey? Est-ce qu'on a... Je me souviens plus de quand date notre dernier épisode, mais il me semble que depuis, il y a une petite équipe du côté de Stockholm qui est remontée dans l'élite du hockey suédois, parce que je vous en avais parlé, c'était les finales d'hockey Allsvenskan qui offraient un scénario un petit peu spécial puisque c'était Djurgården contre Loico. Les 2 équipes de la même ville, mais qui évoluent surtout dans la même patinoire. Voilà, et Djurgården qui, 3 ans après, avoir été relégué pardon de SHL, avait disputé 3 finales, enfin c'était sa troisième finale. On dit jamais 203, la troisième a été la bonne, victoire 4-1, des hommes de Marcus Kruger, double vainqueur dans la coupe Stanley avec Chicago. Messieurs, Excusez du peu. excusez du peu, hein, avec Johnny Oduya. Voilà. Mais en tout cas, non, non, cette série, elle était hyper intéressante parce que en Suède, les supporters adverses, les supporters extérieurs ne sont pas autorisés en playoff pour éviter les débordements. Et donc, ça donnait une patinoire du Hovet qui habituellement accueille les deux équipes avec 8000 supporters de Djurgården un soir, puis 8000 supporters de l'AIK un autre soir. C'était intéressant à suivre. Les observateurs annonçaient une série bien plus serrée que ça. Et puis bah, finalement, Hugh Gordon avec l'expérience et puis un vestiaire bien plus talentueux, sans manquer de respect à l'AIK, l'a emporté somme toute logiquement. 4-1, voilà, c'était mon petit écho de la glace. Et puis voilà, comment ne pas parler des championnats du monde à venir avec l'annonce du retour de Sid the Kid. euh, avec le maillot du Canada, pardon. Et puis ce soir, messieurs, petite annonce, Marc-André Fleury rejoindra Team Canada du côté de Stockholm aussi. Intéressant pour lui qui s'offre une dernière danse de manière complète. Voilà. Et on n'oublie pas Nathan McKinnon qui renforce la team Nova Scotia pour la team Canada. Ça va être très très sympa, ça commence le 9 mai, donc à Stockholm d'ailleurs, Nino. Donc voilà, on va suivre les bleus y seront, donc on regardera ça avec intérêt. Moi, messieurs, j'aimerais vous parler du titre du Canada U18. J'aimerais vous parler de cette belle équipe canadienne, mais finalement, je vais vous parler d'un procès qui a débuté le 22 avril 2025. C'est le procès concernant les allégations donc d'agression sexuelle concernant donc les 5 joueurs d'équipe Canada Junior de 2018. Ces joueurs sont Carter Hart, Alex Formenton, Dion Dubé et Calfoot, qui ont été en 2018 accusés d'avoir agressé sexuellement une jeune femme qui s'appelle IM. Le procès est en cours et se déroule depuis le 22 mai à London, en Ontario. Et c'est un séisme pour ceux qui suivent l'actualité canadienne. Tout le monde en parle, toutes les chaînes de télévision canadiennes anglophones sont dessus, que ce soit CTV, CBC, TSN fait un rappel du procès. Donc chaque jour, il y a aussi un nombre incalculable de témoins. Alors lorsque le procès a débuté, il y a eu d'annoncer éventuellement 47 témoins différents. Donc voilà. Et donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été mentionnées par rapport à ce procès. Le procès, donc il y a eu la sélection du jury qui se fait, il y a la couronne qui a parlé au jury de l'importance voilà, d'être entre guillemets impartial, de ne pas s'exposer à des informations liées à ce procès en dehors du procès, c'est leur devoir de jurer en quelque sorte. Et donc voilà, donc le procès a été annulé une première fois parce qu'apparemment pour un fait extérieur au procès, donc des nouveaux jurés ont dû être sélectionnés. Et donc voilà, donc le procès continue. Ça fait depuis vendredi dernier ou jeudi que l'on entend IM pour la première fois la victime présumée de ce violent réunion parler. Et voilà, donc il y a aussi eu une lecture des emails, des messages donc WhatsApp de ces 5 joueurs d'équipe Canada et du groupe lié à l'équipe Canada par rapport à cette affaire. C'est un procès qui est en cours et le jugement devrait être rendu dans 7 à 8 semaines. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que c'est un événement très important et au Canada, c'est
ça remet un peu en cause l'institution qui est la Fédération canadienne, mais aussi c'est le consentement qui est mis devant ce procès. Donc Et voilà, messieurs. on parle de gros joueurs, hein. Foot, Mike Leod. Mike Leod, Carter Hart, d'ailleurs, Car- qui est le plus incriminé, d'ailleurs, de tous. tout C'est à des fait. titulaires. Carter Hart, ça devait être un des prochains grands gardiens de la ligue du côté de Philadelphie. Non, non, on parle réellement de joueurs qui, en plus de ça, ne sont pas des mecs d'AHL ou je ne sais quoi. Donc, le procès est extrêmement important et c'est d'ailleurs très important de mettre en lumière tous les crimes sexuels, enfin toutes les agressions sexuelles et crimes sexuels commis par les sportifs, parce qu'il faut pas oublier que eux ne sont pas exempts de tout reproche et malgré le fait qu'ils aient accès à beaucoup de choses, il y a beaucoup de transgressions également, faut le mettre en lumière. Et voilà, donc c'était mon écho de la glace. On est un peu sorti de la patinoire, mais vu que ça se passe en dehors de la patinoire et à London, en Ontario, ça me semblait important d'en parler. Messieurs, on va passer, après cette actualité, on va passer sur un temps un petit peu plus léger, n'est-ce pas? On va passer sur la première ronde de cette série NHL, mais qui dit première ronde dit nouvelle section, et qui dit évidemment, évidemment messieurs, qui dit un nouveau jingle. Et oui, jingle d'NHL 94, parce que vraiment les actions de cette série éliminatoire, de cette première période, donc cette première ronde des séries éliminatoires est quand même exceptionnelle. On en a parlé lors du dernier épisode, on a fait une preview chacun de notre côté des séries. Et pour l'instant, on s'en est pas trop mal tiré. Nino, Elio, félicitations. On a eu du nez. Sur d'autres séries un peu moins. Je pense que Nino pourra nous dire plein de choses sur Dallas et sur Colorado. Mais in Texas. Woo! et c'est pour ça, messieurs, qu'on va commencer. On va commencer par la série qui s'est terminée cette nuit entre Saint-Louis et Winnipeg. On pensait beaucoup, et on n'est pas les seuls à penser que Winnipeg allait rouler sur Saint-Louis. Match 7, hein. Match 7, Connor Hellebuyck aux fraises à domicile. Aux fraises à l'extérieur. À domicile, ça allait. Mais voilà, les Winnipeg Jets se sont qualifiés pour la deuxième ronde. Non sans mal. Messieurs, Elio. On a eu deux endings très fous dans cette première ronde, dont celui-ci. Alors, Saint-Louis, attention. La dernière fois, on en a quand même parlé. On a dit Saint-Louis, c'est toujours pas exemple de surprise. L'année où ils vont à la Stanley, personne ne les attend. Cette année, ils sortent un petit peu de nulle part, mais ils ont globalement une équipe solide quand même. Enfin, il y a des noms, c'est assez solide, moi, je trouve, en termes de noms, etc. Et puis le trophée des présidents. Gagner le trophée des présidents Ouais, à l'épreuve des playoffs. Voilà. tout à fait. En fait, Winnipeg avait fait littéralement du Winnipeg en playoff, c'est-à-dire se faire dessus alors qu'il y avait une avance quand même de 2-0. En gros, grosso modo, pour vous la faire rapide, chaque équipe jouant à domicile a remporté son match à domicile. Donc Winnipeg a remporté les deux premiers matchs chez eux, ensuite Saint-Louis à la maison, de nouveau Winnipeg du côté du Canada, Saint-Louis de nouveau à la maison, et puis on a eu deuxième overtime, deuxième prolongation. Non, déjà, il y a 3. Alors, juste pour Il refaire y a le dernier 3 match à de la 2 nuit minutes dernière. de la fin du match. Il y a 3 à 3 minutes de la fin du match. Pour Saint-Louis. 3 secondes avant la fin du match, les Jets égalisent. 1 3 seconde 6. partout. 1 seconde 6, 1 Elio. seconde 1 6. seconde 6. Alors là, encore pire, désolé. 1 seconde 6. Ils égalisent à 3 partout. Et ils gagnent, pareil, en toute fin de deuxième prolongation. Donc non, le scénario est juste fou et improbable. On a appris certaines choses, c'est-à-dire que les Jets sont très loin d'être imperméables. Connor Hellebuyck a quand même réalisé des performances assez médiocres et s'est fait sortir 2 fois au cours de cette série. 3 fois au cours de cette série. En face, on a eu un Binnington qui était parfois des grands soirs et parfois qui retournait dans ses travers. Bon, Après, c'est pas... c'est ça le Jordan problème quand t'as qu'un Binnington, gardien. hein. C'est ça le problème quand t'as qu'un gardien dans ta franchise, quoi. Et c'est ça parce que par exemple, tu vois, je regardais Binnington hier, il me semble que c'est 47 arrêts Exactement. pour 25 du côté d'Hellebuyck.
Donc déjà, voilà, c'est vrai qu'il y a une problématique qui se pose à ce niveau-là. Mais en tout cas, chapeau à Saint-Louis parce qu'on les attendait pas à un aussi bon niveau face à une équipe qui a surdominé la ligue toute la saison régulière. Et encore une fois, Winnipeg, bah, on se dit qu'il y a un côté qui est très fragile et on se pose beaucoup de questions pour la suite finalement. Oui, oui. Donc il y a beaucoup de questions parce que Winnipeg, qui a gagné le trophée du président, mais qui va affronter le vainqueur de la série Dallas-Colorado. Une série qu'on annonçait déjà dans le podcheck comme une série de folie. Ça n'a pas déçu. Alors, le retour de Landeskog, la rédemption de Rantanen, et à la fin, c'est les Stars qui gagnent. Et encore un Game 7. Mais qu'est-ce qu'on les a aimés les Game 7. Et l'Avalanche qui n'arrive pas à remporter de Game 7 depuis 2002. Voilà, incroyable. Rantanen absent pendant 4 matchs. Mais les 4 premiers. Et puis ensuite, eh bien, Release the Kraken pour faire un petit dédicace aux fans des Kraken de Seattle. Et bah, Rantanen qui je ne sais pas ce qu'il a mangé, mais il est devenu incroyable. Nino, est-ce que t'as regardé cette série? Bah, forcément, je l'ai regardé parce que vous m'annonciez Colorado comme vainqueur. Et Mais moi, Game 7, j'étais. on avait prédit le Game 7. On avait prédit Game 7, mais vous m'avez annoncé Colorado. Je me rappelle que vous disiez que les blessés allaient faire la grosse différence. Là, c'est passé sans Jason Robertson, sans Miro Escanen. Attention, Dallas. C'est ce qui est... Ouais, Euh, c'est ça, t'as raison, Nino. C'est ce qui est inquiétant, c'est qu'en fait, tu te dis, bon, Dallas, ils vont être fragiles. Ils jouent face à Colorado, qui était plus en forme en fin de saison, et qui avait récupéré Brock Nelson également, qui n'a rien fait pendant cette série d'ailleurs. hmm, Euh, Wyatt Tu dis, Johnson. bon, t'as Wyatt Johnson. t'as pas ton, Bah, non, mais Martin t'as Necas, pas on ton l'a pas meilleur beaucoup vu, attaquant, hein. t'as pas ton meilleur défenseur, et t'arrives quand même à sortir Colorado comme ça. C'est Franchement, ça. Dallas, chapeau, et ça fait très peur pour la suite, pour les adversaires à venir du côté de l'Ouest. Enfin, de l'Ouest, j'allais dire des États-Unis, mais de l'Amérique du Nord, quoi. C'est ça. Mais surtout, qu'est-ce qu'on peut dire, c'est que Colorado doit s'en mordre les doigts parce que Martin Necas, on l'a quand même très peu vu dans cette série, alors que il était quand même censé être, enfin, censé apporter le rendement de Rantanen pour 3 fois moins cher. Donc, bah, attention, monsieur Joe Sakic, au choix que vous faites. Parce que là, c'est dommage parce que je trouve que le bracket est assez ouvert finalement du côté de la conférence Ouest. Et que Colorado avait une vraie carte à jouer, notamment avec Edmonton qui est pas hyper rassurant, Vegas qui est solide mais en même temps qui est pas flamboyant non plus. T'avais Winnipeg et on sait que Winnipeg, comme disait Elio, c'est hyper fragile. Et t'avais finalement les Dallas qui était un gros morceau d'entrée, mais qui t'ouvrait le bracket si tu passais. Ils ont eu les occasions, clairement, et ils n'ont pas su comptabiliser là-dessus. Et comme quoi, avoir 2 buts d'avance en Game 7, c'est un mauvais signe, messieurs. Et c'est-à-dire qu'il y a un gap par rapport au roster de Colorado, tu vois, quand tu vois les statistiques des Avs, tu te vois 11 points pour Nathan McKinnon, et puis après, on est sur Logan O'Connor, 6 points, Martin Necas, 5 points, Cal Makar, 5 points. Ça a manqué de leader. Et je Mais veux pas balancer, messieurs, mais du coup, quel Makar, quand il est privé de son rendement offensif, est-ce qu'il est pas un petit peu un poids pour la défense? Elio, non, mais on sait très bien que défensivement, il a quelques lacunes et voilà, ça l'a encore prouvé, il y a aucun souci là-dessus. Moi, c'est juste la storyline Rantanen que je trouve folle, les gars. Elle est folle, cette storyline. Le type, il est envoyé à Carolina. Finalement, il est renvoyé à Dallas, où il signe, qui est littéralement l'équipe rivale de Colorado. Et le gars, dans le dernier match, il te rattrape le score et il te fout un hat-trick. Enfin, je pense qu'on ne se rend pas compte de dont c'est un un empty moment de netter, sport, c'est un dont moment un, dont, d'histoire dans le dont, sport, dans le dont hockey un sur empty- glace. Ce qui s'est passé le week-end dernier, samedi dernier, excuse-moi de t'interrompre Thomas, c'est un moment d'histoire de ce sport. Alors, j'allais dire dont un empty netter, mais c'est vrai qu'on a été très gâtés avec Colorado Dallas et ce Game 7 fou et Winnipeg Saint-Louis. C'est Bah, c'est ça, c'était les deux Game 7 à suivre. Et en fait, on aurait difficilement pu rêver mieux finalement pour ce premier tour. Euh, on peut même rajouter les Kings qui ont essayé de faire le show un temps,
qui se sont fait sortir par Calvin Pickard. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, je pense que ça va entraîner pas mal de changements du côté de Los Angeles. Ça a déjà commencé, mais c'est clair que, enfin, ouais, Dallas, Colorado, Winnipeg, Saint-Louis, ça a fait le show et je sais pas vous, messieurs, mais cette année, j'avais pas trop de hype autour des playoffs. J'étais un petit peu en mode, ouais, c'est sympa, mais ça manquait un petit peu de piment. Et, Oh et non. finalement, là, on l'a d'entrée. Donc, c'est cool parce que ça donne des couleurs et du relief à ces séries qui, à mon sens, et peut-être que je suis le seul à ressentir ça, peut-être que je suis le fou du bus, hein, mais manquait un petit peu de piment et de tonus. Enfin, ouais, je sais pas, ça manquait un truc et là, on l'a retrouvé avec ces deux séries-là. Et pour moi, ce qui me sidère, c'est déjà la fatigue. La fatigue chez les gardiens en playoff, c'est un sujet. Et regardez les scores. Regardez les scores des matchs. On est sur des attaques. Tu m'étonnes, alors ça manquait de piment avant, mais t'inquiète, je pense que le piment il est bien passé. Demandez à Tom Wilson du côté de Washington. C'était une régalade, mais on est sur une explosion au scoring. On est sur une explosion au scoring. On est sur du 7-6, du 6-5. Los Angeles face à Edmonton, on est sur des scores dantesques. C'est vraiment incroyable. Et puis, ouais, Minnesota, c'est 5-2 pour le Wild un soir. Donc 2 fois d'affilée, puis ensuite 4-3 pour les Golden Knights, 3-2 en overtime. C'est euh, c'est vraiment les playoffs hockey comme on les aime, quoi. Et au milieu de ça, t'as les Toronto Maple Leafs. Voilà, voilà. Alors oui, mais on en parlera après. Chez Nino, on va quand même passer Minnesota Golden Knights avec effectivement le passage des Golden Knights. On n'était pas surpris, pas surpris. Euh, Pas Adieu surpris, mais Marc, pas hypé non plus, quoi. pas hypé non plus, mais adieu Marc-André Fleury. Ouais, c'est Et ça. Et donc voilà, donc Kaprizov, 5 buts, 4 assists. Matt Boldy a quand même bien rendu aussi, mais ça passe pas face à Vegas. Moi, Ah, j'ai moi, envie de ça me dire que saoule. Le Wild, d'ailleurs, c'est la seule équipe des ligues majeures américaines à n'avoir toujours pas passé un premier tour de playoff depuis je ne sais combien de temps. Mais bref, ils ont établi un record. Bravo à eux. Bisous Axel. Mais là, littéralement, je suis dégoûté parce qu'en fait, il y avait quelque chose à faire réellement. Les Golden Knights, c'était pas l'équipe la plus folle qu'on ait connue depuis que Las Vegas est arrivé dans la ligue. Et d'ailleurs, c'est pas une équipe qui m'intéresse, enfin, que j'aime vraiment, tu vois. C'est un peu. J'ai toujours trouvé que les Golden Knights, c'était assez artificiel. Bon, c'est pas grave, ça, c'est un point de vue personnel. Mais tu vois, pour moi, Minnesota, et on en parlait en preview, c'était vraiment l'équipe of a state of hockey. C'était vraiment l'équipe qui. Fallait passer le next step, là. Kaprizov qui était dans une saison de fou, etc. C'était maintenant. Et il y a eu ce temps de faiblesse de Las Vegas qui a fait qu'on s'est tous dit. Ouais, ok, Minnesota peut le faire. Minnesota peut passer ce premier tour face à Vegas. Et au final, non, ça s'est encore écroulé à la dernière, enfin sur les 2 derniers matchs. Donc je trouve ça dommage. Je suis assez frustré de cette série-là. Mais encore une fois, c'est là aussi où tu vois que une grande équipe reste une grande équipe. Vegas, chapeau. Surtout que c'est pas folichon, hein, Vegas, au niveau des stats. Ça fait pas rêver. Et Nino, vas-y. ouais, ça fait pas rêver, mais c'est une victoire du collectif. Ah, tout le monde a Moi, si produit. Tout le monde a produit. Même le c'est soigneur de ça. l'équipe, il a produit. Bah, c'est ça. Mais moi, c'est pour ça que je pense que du côté de Minnesota, par rapport à la saison dernière, il y a du progrès. Parce que l'année dernière, c'était vraiment la catastrophe. On a essayé de réenclencher un cycle, à mon sens. Il y a du progrès. Maintenant, va falloir que ça continue. Et ça passe aussi par la gestion du cas Kaprizov dès cet été. Parce que ça va avoir une sacrée incidence sur le futur de la franchise. Donc voilà. Moi, ouais, je suis bien curieux de voir ce que ça va donner cet été du côté de Minnesota. Maintenant, je pense ils tirent quand même dans la bonne direction parce qu'ils passent pas finalement pas si loin. Tu vois ce que je veux dire? Genre, on n'est pas en mode, c'est un faux 4-2 en mode juste ils ont volé un match. Quand les matchs qu'ils ont gagnés, c'était des vrais matchs. Ils avaient vraiment mieux joué. Euh, c- voilà, maintenant Et, c'est mon ressenti quoi. et puis ta défense, malheureusement, t'as beau avoir Gustafsson qui fait le travail, hein. Gustafsson, durant cette série de playoffs, c'est 91% d'arrêt. Mais le problème, c'est que, alors oui, Adin Hill, il a pris plus de buts sur moins de tirs. Mais le problème, c'est que tu as un collectif, quoi.
Donc voilà, c'est la tristesse pour le Minnesota. Série qui suivait, messieurs, Los Angeles, Edmonton et Los Angeles. Les 2 premiers matchs, moi je me suis dit, avec Elio et avec toi Nino, on pensait, ça y est, ils vont le faire. Ils vont le faire. Eh ben non. Eh ben non. Ça a été la catabase. Ils se sont écroulés. C'est invraisemblable. Tout ce que je viens de dire là sur le Minnesota Las Vegas, c'est exactement ce que je pense sur ce match entre Edmonton et Los Angeles. C'est-à-dire que Los Angeles, c'était peut-être l'année où au moins ça pouvait passer un premier tour. Les Oilers, qu'on le veuille ou non, on a toujours l'impression que ça reste une grosse équipe avec un mais faiblard, tu vois, une grosse équipe faiblarde, comme les Golden Knights. Et au final, c'est la grosse équipe faiblarde qui l'emporte à la fin. On a eu un Quinton Byfield en feu sur les 2 premiers matchs. Je me suis dit, ouais, ça y est, ça clique et tout. Tu vois, LA, ça fonctionne. Même Kemper faisait à peu près le boulot. Enfin, il y avait quelque chose, quoi. Candidat au Vezina, hein, Quimper. Ouais, exact. Comme quoi, d'aller de la côte est à la côte ouest, des fois, ça réussit à certains joueurs. Mais en l'occurrence, tu vois, et pareil, Kopitar, c'est un peu la fin aussi, et en même temps, ça reste un joueur ultra fort, ultra solide, très sous-coté, donc on parle peu, je trouve, pour le rendement qu'il a à son âge. C'était l'année, quoi. C'était le moment de faire quelque chose, une sorte de petite surprise. Et non, en fait, c'est Edmonton qui gagne à la fin. C'est peut-être la meilleure attaque qui gagne, j'ai envie de dire, limite, dans cette confrontation. Mais s'il y a toujours cette part de frustration, on a envie de voir. En fait, ce qui était bien, c'est que, et c'est ce qu'on annonçait en preview, c'est que ce tableau de première ronde était très homogène. Il pouvait y avoir pas mal de surprises, mais c'était même pas des grosses surprises de base, quoi, parce que c'était des bonnes équipes. Et au final, on se retrouve quand même avec les mêmes vainqueurs, donc un petit peu déçu. Voilà. Et on dit bonjour à Darcy Kemper, que tu connais bien, je pense, Elio, qui a En fait, littéralement. J'étais là pour son premier match sous notre tunique à l'époque. J'étais dans l'arène et ça a mal tourné. Bref. Ouais, Nino. Mais Elio a assez raison en fait, hein. Je suis assez d'accord sur le fait qu'on puisse clairement dire ce qu'on disait sur la série d'avant. Maintenant, moi je pense que la meilleure attaque a gagné parce qu'il n'y avait pas de grand gardien dans la série. Justement, voilà, Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ok, Darcy Kuemper a fait une super saison régulière, mais on savait tous qu'il était à pas grand chose d'être fébrile en fait. Et 35 ans. que 35 ans. c'est ça. Oui, mais en fait, t'as des gardiens à 35 ans, ils seront toujours bons. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, Henrik Lundqvist, à 35 ans, il faisait encore des super playoffs. Tu vois ce que je veux Évidemment, dire? tu parles Darcy Kuemper, Darcy Kuemper, enfin voilà, des fois on retrouve le Darcy Kuemper de Washington sur un match, quoi. Et c'est pour ça qu'on savait que la série, elle pouvait être dans un sens comme dans l'autre. Moi, je vais pas te mentir que quand j'ai vu qu'au Game 3, Edmonton, ils foutaient Calvin Pickard, j'étais en mode, bon, là, ils ont FF, ils ont abandonné le projet, c'était en mode, bon, les gars, on a éliminé. Au final, Calvin Pickard a mis une leçon de gardien de but à Darcy Kuemper, comme quoi, enfin, tout était un petit peu, enfin, rien n'a vraiment trop de sens dans cette série. Par contre, ça nous donne un Vegas-Edmonton au tour d'après. Et pour le coup, les Oilers vont devoir se ressaisir. Alors, ok, ils devraient enregistrer le retour de Bouchard. Il me semble que c'est lui qui manquait au premier tour. Ouais. Et on connaît toute son. C'est Bouchard ou Ekholm qui est absent? J'ai oublié, je suis désolé. C'est Bouchard, si je dis pas de bêtises, Nino. Je m'excuse en tout cas pour les fans d'Oilers pour la confusion. Mais je sais qu'il y a un de leurs défenseurs qui était absent pour le premier tour, au moins. Et donc ils vont avoir un renfort supplémentaire. Maintenant, attention, parce qu'on sait qu'Adin Hill a cette capacité à voler des matchs, qu'a moins Darcy Kuemper. Et la défense des Golden Knights reste quand même plus solide que celle des Kings. Donc attention pour les Oilers à pas se casser les dents. Parce qu'on rappelle que, mine de rien, alors certes, ils ont toujours le duo sous contrat. Par contre, attention, parce que si ça repasse pas, je sais pas trop comment ça va se gérer du côté d'Edmonton. Mais en tout cas, série qui va être intéressante à suivre. Ouais, donc ça promet pour la suite, notamment donc la série prochaine qui donc sera les Edmonton Oilers face aux Vegas Golden Knights.
Je suis pas tellement hypé par cette série, personnellement. Je pense que je vais me tourner ailleurs et on va se tourner surtout vers la conférence Est pour parler des Toronto Maple Leafs face aux Ottawa Senators. Nino, fan de Toronto, suiveur de Toronto, des Leafs. T'as pensé quoi de cette série? Tout a très bien marché chez les Leafs. La mécanique était parfaitement huilée sur les 2, 3 premiers matchs. Et puis après, les fantômes se sont réveillés. Anthony fucking Stolarz. Voilà, c'est un petit peu de ce que j'ai envie de dire. En vrai, messieurs, je me souviens plus du score exact que j'avais annoncé lors de la preview, mais il me semble que j'avais dit les Leafs en 6. Je vais Alors, c'est sur le compte Twitter du Podcheck. D'ailleurs, on en profite, on fait un shout-out. N'hésitez pas à vous abonner sur les comptes Twitter, Instagram et également sur YouTube. Nous sommes maintenant sur YouTube pour parler de hockey et vous pouvez voir nos jolies petites têtes parler de notre sport préféré. Et effectivement, c'est toujours un plaisir de faire des prédictions, notamment dans le bracket NHL. Nino, je vais retrouver ce que tu as dit par rapport Attends, à je suis parti Toronto. chercher, vous Ah, m'excuserez c'est les dans le auditeurs. podcheck, sur le compte Twitter du podcheck, le Effectivement, sur le podcheck. compte Twitter du PodCheck, Quelqu'un qui a fait un visuel de la part de l'équipe. mais je sais bien. Mais je suis parti Saint-Louis égalise nanana, je suis loin. Ouh lolo, c'est loin ça. Ah non, ça date le visuel, je l'ai fait hier, très cher Nino. Bon, vous voyez, Alors, photo, le podcheck, on est très très organisé. le miracle de Winnipeg. Ah, Et voilà, là. ça y est, tu l'as? Alors, j'avais annoncé pour les Leafs, j'avais annoncé Toronto en 6 matchs. Voilà. Et moi, j'avais annoncé quoi? En 5 matchs? Thomas Toronto en 5 matchs et Elio Toronto, tout Ouais. court. Ouais. Bon, Bah par voilà, pas contre, de surprise, hein. sur le reste des séries, on n'est pas très très bon quand même. Mais Pas de surprise. Elliot, t'en as pensé quoi, toi? Euh, c'est plus les Leafs qui ont fait des bêtises que Ottawa qui a bien joué, pour moi, en tout cas, qui a été fort. Encore une fois, j'arrive pas à comprendre les Leafs, comment c'est possible d'autant se relâcher, de laisser filer ça. Ottawa, c'était plutôt faiblard, j'ai trouvé. Alors, je suis désolé pour notre auditeur qui nous avait un petit peu repris à ce sujet avant la série, mais non, ouais, on était bien d'accord sur le fait que Toronto devait passer sans problème. Toronto est passé avec un petit peu plus de problèmes, mais c'est tout simplement parce que Toronto n'a pas joué à son niveau habituel sur toute la série, quoi. Pour moi, ça vient pas d'Ottawa, c'est victoire, tu vois. Sachant qu'en plus, t'en as une en overtime. T'as l'autre victoire à 4-0 parce que je pense que Toronto s'attendait à retourner à la maison et à remporter ça facile. Ça n'a pas du tout été le cas. Et puis ça a un petit peu réveillé les Maple Leafs pour le dernier match évidemment. Voilà, mais pas étonné, pas surpris. Content quand même de voir Ottawa qui a pu aller en playoff. C'est peut-être bon signe pour l'avenir. Et du côté des Maple Leafs, je pense que Nino, t'es pas franchement rassuré pour la suite. En tout cas, pas rassuré à 100%. Ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire, ou bien ça a mis un coup de réveil à tout le monde. Faut absolument pas se relâcher. Il n'y a pas un match qui est prédit en playoff. Ou bien on retombe comme chaque année sur les démons du passé avec ces relâchements et ces surprises où Toronto perd, quoi. Voilà. Et justement, Toronto va devoir affronter une équipe potentiellement qui ira en finale de Coupe Stanley. c'est ça. Thomas, est-ce que je peux juste terminer sur Ottawa avant, enfin sur la série Ottawa Je avant qu'on t'en passe prie. au duel de la Floride? En vrai, je suis pas hyper d'accord avec Elio. Pour le coup, j'ai regardé toute la série des Leafs contre les Senators et je trouve que les Senators ont bien joué leur carte. Ils ont joué la carte du grit and grind et si tu regardes bien, alors ok, ça va avec le nouveau système de jeu de Toronto qui a tendance à laisser le jeu volontairement à l'adversaire, à concéder plus de tirs que ce qu'elle n'en envoie à la cage, mais à comptabiliser sur des grosses chances de tir. Je pense que Ottawa avait plutôt bien joué le coup en rendant la série difficile, en jouant bien les piquets, en étant solide défensivement et en mettant l'impact que Toronto a pas trop envie de mettre parce qu'ils savent qu'ils ont aussi des vieux briscards qui se blessent facilement et qu'ils ont envie de se protéger un petit peu plus pour le tour d'après. Et je pense que là-dessus, Ottawa a bien mieux joué. Maintenant, la différence s'est faite dans les grands moments. On attendait Brady Tkachuk et on l'a eu dans les 2 matchs que gagne Ottawa. Mais sur le reste de la série, on l'a
beaucoup moins vu et ça s'est ressenti. Et puis la différence c'est aussi faite dans le but. Stolarz a sorti des arrêts énormes et a beaucoup aussi corrigé les quelques erreurs d'inattention de la défense des Maple Leafs. J'ai souvenir d'un palais, un revirement devant le gardien et tu sais même pas comment ça va pas dans le Je but. crois que c'était au Game 1. Ouais, il me semble que c'est ça aussi. Mais en tout cas, ouais, les Leafs, je pense qu'ils sont pas rassurés, mais je pense qu'ils savent aussi qu'ils ont une grosse marge de progression parce que j'ai pas eu l'impression que les Leafs sont passés en forçant leur talent. On a très peu vu Auston Matthews, en tout cas en tant que star. On l'a très peu vu scorer. Et effectivement, il a fait des actions, il a compté des points, mais il n'a pas porté l'équipe sur son dos. Idem pour Marner. Celui qu'on a le plus vu, c'est peut-être Nylander, qui justifie encore une fois son contrat, hein. S'il y a des gens qui doutent encore, voilà. Mais non, moi je pense qu'il faut pas discréditer les sénateurs qui ont bien joué dans leur ADN. Et ça prouve qu'ils vont dans la bonne direction. Maintenant, le projet est peut-être encore un petit peu trop jeune pour prendre. Mais en tout cas, ça promet une belle bataille au tour suivant face au vainqueur du duel de la Floride. Thomas, tu vas Et nous ouais, en parler. vainqueur de la bataille de la Floride sur un score de série, je pense qu'on est tous surpris. On s'attendait pas à ça. Elio, tu Non, es moi le je suis seul à pas l'avoir. surpris. Voilà, alors Les toi, Panthers, c'était plus fort que le Lightning, hein. alors, Je l'ai dit dans le dernier épisode. tu l'as dit, oui, Nino et moi, on a été surpris. Mais en fait, c'est cette facilité à avoir roulé sur l'équipe du Tampa Bay Lightning avec un Kucherov blessé. Vasilevski, je ne savais pas où il était, mais je pense qu'il est parti à Sunset Beach. Parce que voilà, mais des Panthers, bah mettez-moi une équipe comme ça et ça va en finale de Coupe Stanley sans problème, hein. Non, mais ça remporte la Stanley, moi, c'est ça le problème. Là, c'est que Bobrovski s'est remis en playoff mode comme l'année dernière. Là, alors, tout à l'heure, c'est marrant parce qu'on parlait des gardiens fatigués, etc. Il y a quand même deux gardiens qui se sont illustrés pendant cette première ronde. C'est les gardiens des deux équipes qui ont réussi le mieux leur série. C'est tout simplement Bobrovski du côté des Panthers et Logan Thompson du côté des Caps qui a fait un mauvais match. Bobrovski aussi a eu un mauvais match. En dehors de ça, le reste, ça a géré, quoi. Euh, J'allais dire oublie pas Frédéric Andersen aussi. Anderson a fait une bonne série, oui, c'est vrai. Ouais. Exactement. En même temps, vu les nuls en face, bon, voilà. Voilà, On va y revenir, on va y on en revenir. reparlera. Mais non, littéralement, les Panthers, je suis désolé, hein, mais si ça joue comme ça dès le départ et que ça continue, bah, Stanley, ça va être le back-to-back. Enfin voilà, j'ai rien d'autre à dire. Moi, c'est trop fort. Ça a été une machine. C'était en mode machine de guerre, mais littéralement, ils ont laissé. Ok, ils ont laissé un match, le troisième match, ils l'ont laissé à Tampa. Ça a réveillé tout le monde. Il n'y a plus de négociation possible derrière. C'est aussi simple que ça. Je suis époustouflé par le fait que tu puisses réussir autant à. Enfin, ça a été une démonstration, quoi, tu vois, et de faire ça une année après avoir gagné ta Stanley, avoir été à cet aboutissement, qui est souvent l'année un petit peu gueule de bois. Bah là, je suis désolé, ok, d'accord. Pour moi, sur le papier, je l'avais annoncé, c'était plus fort que Tampa. À ce point, je pensais pas. Et là, le playoff mode, il a été activé dès le départ pour les Panthers. Enfin, moi, ça me fait peur. Donc Ça me fait peur. Après, messieurs, sans. Alors, effectivement, les blessures, ça fait aussi partie du lot et tout. Et ça fait partie du lot de toutes les équipes, hein. On va pas se mentir, il y a aussi je pense qu'il y a aussi des blessés du côté de Florida. Mais sur la petite liste, sur le petit injury report de nos amis du Tampa Bay Lightning, Bjorkstrand, Cirelli, Glendening, Yanni Gourde, Brandon Hagel, Victor Edman, Nikita Kucherov, Nick Paul, Eric Sarnak. Voilà, voilà. Oui, Ça c'est fait vrai. beaucoup de monde pour une C'est vrai. équipe qui savait. En fait, pour des équipes qui sont d'un niveau semblable, parce que le Tampa Bay Lightning aurait très bien pu être un prétendant au titre, à mon sens, euh, dans une autre série. Imaginons que c'était Tampa Bay Toronto. Tout le monde aurait dit attention, le Lightning, c'est prétendant au titre, etc. Mais face à une équipe de Florida qui est armée jusqu'aux dents pour aller au bout, bah en fait, t'as besoin de tes joueurs à 100%. Et quand t'as toutes tes stars qui sont pétées, bah bon courage, quoi. et alors messieurs, on en parle de ce match 3 où nos amis donc de Florida sont menés sur un score de 2-1 par Tampa Bay à 4 minutes de la fin.
mais Florida, ils vont faire comme... ils vont changer le script, tout simplement. Et grâce à Seth Jones, tiens, une addition, comme par hasard, est-ce qu'il y a un bon management ça sert à faire venir un joueur qui perfait un tout petit peu à Chicago pour faire des belles choses avec Florida. T'es gentil un peu de dire parfait un tout petit peu. Hein. Parfait pas. Hein. Oui, mais j'ai beaucoup trop de respect pour ces gens-là qui sont bien meilleurs que moi quand je patine. Et puis Aaron Ekblad, quoi. Aaron Ekblad et Seth Jones, voilà. Ils marquent 2 buts en 11 secondes. Ils mènent 3-1 dans la série. Et voilà. Je suis d'accord, après, Aaron Ekblad aurait pas dû jouer ce match. Est-ce que tu fais allusion au fait qu'il lui a mis une charge de terroriste en plein milieu de la glace, oui. Enfin, on est toujours à dire oui, attention, faut protéger les joueurs et tout ça, mais tous les ans, Florida, ils ont un joueur qui explose les autres et ils ont jamais rien. Nino pas content. Ça, après, c'est toujours pareil. Hein, l'année dernière, vous vous souvenez pas de la charge de Cousins sur je sais plus qui en playoff? Rappelle-moi. De Nick Cousins, il avait mis une charge sur je sais plus quel joueur en playoff et ça avait fait parler parce que il mettait des grosses charges et après tout le monde voulait se battre avec lui. Mais en tout cas, c'est souvent quand même que les joueurs de Florida sont épinglés pour ce genre de choses. Effectivement, ça fait partie de l'ADN de l'équipe, mais ça va être aussi quelque chose qui va être à surveiller pour le reste des séries parce qu'il y a des équipes qui sont plus physiques que d'autres. Et imaginons qu'ils retrouvent en finale de conférence nos amis des Capitals. Disons que ça va être intéressant parce que j'ai hâte de voir notre ami Tkachuk contre Tom Wilson, etc. ou contre un Alex Ovechkin, quoi. On va se marrer, hein, parce que ouais, Tkachuk qui revenait de blessure, lui aussi, on savait même pas s'il il allait jouer le premier match. Il met, il met 2 buts et une assist. Bon, voilà, à peine. Est-ce que vous voulez pas qu'on passe à la prochaine série? Mais justement, ouais, j'allais te lancer dessus. Vas-y, Thomas. Washington, Montréal. La série a débuté, j'ai envie de dire, avec un nom qui a inscrit but vainqueur, Alexander Ovechkin. Et puis ensuite, le collectif a parlé pour lui-même face à une équipe de Montréal qui, quand même, chez elle, a réussi à montrer qu'elle était présente, notamment lors du premier game à la maison, au Centre Bell, où sur les écrans genre, il y avait marqué « Ici, c'est chez nous ». Oui, ici, c'est peut-être chez eux, mais malheureusement, Washington n'est passé dessus. Ouais, ça a été un bon moment pour les fans de Montréal, ce match. Et puis, l'importance des blessures. 6-3, ouais. Quelques blessés. Nous, on a Protas qui est toujours pas revenu. Logan Thompson qui revenait de blessure, c'était même pas sûr qu'il joue la série, littéralement. Exactement. Et finalement qui sort des prestations ultra solides. Bon, il y a cette victoire des Canadiens pour leur premier match à la maison. On sait que le match 3 avec le premier déplacement pour certaines équipes, c'est un petit peu compliqué. Ça a été notre cas, on s'est fait surprendre. Il y a eu cette bagarre sur le banc avec Tom Wilson assez folle. Ça a été assez folklore cette série. Hein. Il y a eu pas mal de chips entre les deux équipes. Mais voilà, maîtrisé quasiment de bout en bout cette défaite face à Montréal qui réveille nos Caps. Et c'est tout quoi. Pour le dernier match, pour le match 5, j'avais des amis qui étaient dans l'arène, donc on en avait parlé avant le match, etc. Et on a fait beaucoup de matchs ensemble, et moi, et ils m'ont dit que c'était le meilleur match auquel ils avaient assisté. Victoire 4-1, but d'Ovechkin. Ambiance folle, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu aussi une équipe depuis la Stanley, hein, littéralement, qu'on n'avait pas eu une équipe aussi cool à voir jouer et qui apporte une sorte d'atmosphère très très sympa, très agréable dans ces temps moroses à Washington. Donc non, c'était vraiment bien comme série, assez content. Maintenant, j'espère qu'on va pas se reposer dessus parce que quand tu as joué face aux Canadiens et que tu vas devoir jouer face aux Panthers, faut se mouiller la nuque. Faut se mouiller la nuque bien fort. Donc voilà, c'est aussi ce que j'appréhende un petit peu. On en parlera juste après. Oui, faudra se mouiller la nuque. Ça promet. Washington qui a quand même de beaux espoirs pour éventuellement passer face à une équipe qui est du côté de Raleigh. Il n'a pas Patrick Laney. C'est vrai, mais j'étais obligé de mettre une petite bastos pour soi-disant le sauveur des Canadiens, qui a finalement a été raillé par la communauté dès les playoffs. Et qui a dit que la pire chose qu'ils connaissent à Montréal, c'était les journalistes. C'est très bien pour l'endroit où il est. C'est nickel. En tout cas, on va pouvoir parler d'une équipe
sur laquelle Thomas, même j'ai vu Thomas loin, alors Wallock. qu'en vérité, on va perdre face aux Canes. Je suis désolé, mais on va perdre cette série. Ça me fait flipper en vrai. Et Alors tu que sais de l'autre quoi? côté, il y a une équipe sur laquelle même Thomas Wallock ne pariait pas un pesos. Et ouais. Et qui pourtant a sweepé nos amis des New Jersey Devils. C'est pas un sweep. C'est C'était pas un pas un sweep, mais sweep. c'est un gentleman sweep, Thomas. Presque, ouais. Ils gagnent, les mecs, les Devils, ils gagnent à la maison. Pareil, match 3, premier match chez eux. Ils gagnent en deuxième prolongation. Double Allez, c'est prolongation. bon. Dehors, c'est bon. Oui, mais ouais, c'est vas-y. un gentleman sweep, Thomas. Messieurs, je vais vous sortir une petite stat. Quelle équipe est la meilleure défense des playoffs NHL pour l'instant? Alors oui, vous me Les dire, c'est Carolina facile. Hurricanes. C'est Quand facile. t'as pas d'attaque en face en même temps. Exactement. Disons que Carolina Hurricanes, les Carolina Hurricanes ont fait la même chose avec les New Jersey Devils que les Florida Panthers ont fait face au Tampa Bay Lightning. Voilà. Est-ce que ça me fait peur pour la suite? Oui, parce que alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Frédéric Andersen a certes été, il y a peut-être une petite alerte pour blessure, mais bon, ça s'est plutôt bien passé du côté des gardiens. Et puis le collectif Svechnikov a été très très fort. Sébastien Aho, j'en parle même pas. Tout le monde a marqué, sauf comme tu l'avais très bien dit, très cher Elio lors du dernier épisode, sauf les centres. Donc comme quoi, voilà, j'espérais Kotkaniemi, je ne l'ai pas vu pendant cette série, mais bon, ça changera pas de la saison régulière. Et pour le reste, bah, c'est très prometteur. Mais c'était, comme vous l'avez dit très bien, messieurs, c'était seulement New Jersey en face. Mm. C'était seulement New Jersey en face. Là, il New va falloir. Jersey, c'est devenu très très fragile. Hein. C'était top il y a encore 1 ou 2 ans et c'est devenu Messieurs, mais extrêmement fragile. est-ce que vous avez vu les théories de nos amis Spittin' Chicklets qui Vas-y. ils étaient en mode, c'est une théorie comme quoi Kyle Dubas aurait en fait comme master plan à Pittsburgh de ramener Sheldon Keefe et que du coup, il ferait un petit peu exprès de perdre pour pouvoir être libéré de son contrat pour aller à Pittsburgh avec, Dubas pour reformer le duo des Maple Leafs et tout ça. Je suis en mode wow. Et Ça que va du trop loin. coup, cet été, il se positionnerait sur Marner. Et j'étais mort de rire. Ça partait dans tous les sens, j'étais mort de rire. Voilà, Puis donc les joueurs adorent perdre, c'est leur kiff aux joueurs. Ils jouent pour ça, pour perdre. il joue pour Bah oui. ça. Il joue pour ça d'ailleurs. Par Mais contre, donc, juste ouais. Thomas, excuse-moi de t'interrompre une dernière fois. Chechnikov, c'est un des joueurs les plus sous-cotés de la NHL. On a tendance Tu me à fais plaisir. un peu l'oublier alors que c'est un top joueur. Moi, il me fait toujours peur C'est quand il clair. joue face à nous. C'est vraiment un excellent joueur et il fait partie des Russes dont on parle pas. On parle toujours je sais pas, des autres Russes, quoi, mais lui, on n'en parle jamais alors qu'en réalité, Ah, c'est une pièce, alors, c'est une pièce oui, mais maîtresse dans votre collectif. il a fait une campagne un peu en demi-teinte cette année. Il a fait une campagne, c'est un peu le courant alternatif, Svechnikov. Soit il est là, soit il est pas là. Et cette année en saison régulière, c'était moyennement ça, 48 points, 20 buts, 28 aides. Mais c'était une saison un peu mi-figue, mi-raisin pour lui, vraiment. Donc ça prouve que, est-ce que ce serait pas un joueur de playoff? Peut-être. L'interrogation chez Carolina, ça a toujours été la défense. Cette saison, ça a toujours été la défense. La défense tient, mais encore une fois, il faut remettre les choses à sa place face à New Jersey. Parce que tu prends que 11 buts, oui, mais c'est face à New Jersey. Je suis pas sûr que quand l'armada de Washington va venir, ça va être la même limonade. Et pour te dire, Elio, je vais pas me porter à Scalamantia et je vais dire que Washington va passer face à Carolina. Moi, Ouais. j'ai Washington qui passe contre Carolina. Moi, je vais dire Washington face à Carolina et je vais même dire ça ira en 6 matchs. Donc voilà, ça ira en 6 matchs. Très court, messieurs, très court. On va passer très très vite chaque nouvelle ronde. Déjà, merci messieurs pour ce petit débrief des premières rondes NHL. Mais je vais vous demander votre avis pour synthétiser un petit peu tout sur la deuxième ronde NHL, Elio et Nino. Qui remportera la série entre Winnipeg et Dallas? Dallas. Nino, Elio. Dallas, sans souci. Entre Vegas et Edmonton. Vegas. Vegas. Allez, moi, je vais penser Edmonton quand même. Je vais penser Edmonton. Entre Toronto et Florida. Vas-y, Elio. Florida. Désolé, Toronto. Nino, mais Florida, c'est trop fort. Ils vont vous dégommer, Nino, arrête. Non, en vrai, ça peut Stolars, jouer. we trust.
Ça peut aller en Game 7. Ouais, Bobrovski, we Mec, trust. Ça imagine peut que aller les en Leafs Game passent, 7. je te jure que tout le monde va commencer à croire à la Stanley. Donc voilà. Mais c'est sûr, c'est sûr. Et moi, j'ai mais envie les d'un Leafs, affrontement. Moi, en fait, j'ai mis les Leafs parce que je sais qui j'ai mis après. Et que j'ai envie d'un affrontement Elio-Nino en finale de conférence. Voilà. Ça serait top. Mais, mais- mais, Nino, je suis à fond pour les Maple Leafs face à Merci. Florida. Ça le fait. parce que les Leafs, s'ils passent un deuxième tour, ce serait un miracle. Mais là, s'ils vont le chercher, ça va Ouais, il reste commencer Dallas. à. Il De reste quoi Dallas. Il Après, reste il te Dallas. reste Dallas. Il reste Dallas. Washington, Carolina. Washington. Carolina, Game 7. Nino. Washington en 5. Washington en 6 de mon côté. Parfait. Messieurs, on est un petit peu en avance sur le programme. On va passer très vite fait. Nino, est-ce que tu es toujours chaud pour qu'on passe à 10 minutes de plus? Vas-y. Allez, on Vas-y, fait 10 vas-y. minutes de plus. On passe au 36-15 Pocheck qui se déroule dès maintenant. Bienvenue au 36-15 Pocheck. Oui, ça veut du Pocheck, j'écoute. Et oui, toujours ce jingle, toujours ce jingle chez un Nino du 36-15 J'attendais le Pocheck. Eba Doudou. Et oui, et bah Nino, Tu ne viens plus aux viens soirées. plus. Bah non, je viens plus aux soirées. Je suis occupé avec les playoffs NHL. J'ai Bah pas le temps. bravo. Bah, merci Thomas. On a une question de Zibanenzo. Dans le 36-15 Pocheck, on pose des questions sur Twitter. Zibanenzo, qui nous suit et qui nous soutient énormément. Nino a-t-il frôlé la syncope après le match 5 des Leafs? Plus sérieusement, après ce premier tour, pensez-vous que l'on puisse retrouver un champion canadien cette saison? Alors, non et non. Non et non, d'accord. Non, en vrai, ça allait bien après le match 5. En vrai, Je pense, j'étais pas je pense très que t'as jamais inquiet. paniqué en fait pendant cette première ronde Bah, pour en les vrai, Leafs. j'étais pas hyper paniqué pour le match 5. Je me suis dit que c'était juste partie remise et que ça allait se remettre. Parce que j'ai la foi en Bérube. C'est terrible. En Bérubé, mais j'ai foi en cet homme. Voilà. Et pour les équipes canadiennes, non, parce que les Stars de Dallas existent. Voilà. Elio? Winnipeg, on l'a dit, beaucoup de trop de doutes. Edmonton, c'est pareil, s'ils avaient une meilleure défense, pourquoi pas, mais là, c'est pas du tout le cas. Et Toronto et Toronto, hein, désolé, mais je pense pas. Je pense pas. Ça serait cool, hein, ça serait bien, ça changerait. Depuis 93, on attend quand même, hein, 1993, aucun d'entre nous n'était né. Et voilà. Messieurs, je vais. Allez, ça va être une hot take, mais elle est pas si haute que ça. Si Toronto bat Florida, Toronto ira en finale de Coupe Stanley. C'est Et, un peu aussi ma take, genre. Toronto gagnera face à Dallas en 6 matchs. Voilà. Clippez-le. J'en ai rien à faire. On en Voilà. reparle en juin. On en reparle en juin. Deuxième question du pseudo le plus stylé que l'on connaît sur la twittosphère après Eliosi Ace et Nino MLDZ. C'est Gunbi Bulga. Comment expliquer une telle différence entre le Helibug de la saison régulière, celui à domicile des playoffs et celui à l'extérieur des playoffs? Moi, messieurs, je pense que ce Connor Helibug, il aurait bien besoin d'aller voir la tireuse à bière pour se détendre. Parce que la pression des playoffs, c'est pas fait pour lui. Ouais, moi, je vais juste répondre en citant Freddie Mercury. Under Pressure. Voilà. Voilà. Booba Bobep, hein, colorer les bucks, c'est glou 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 en playoff. Mais en fait, c'est glou glou glou, mais pour une raison terriblement simple. C'est le problème quand tu fais jouer des joueurs énormément de matchs, tout Je simplement. suis d'accord. Connor. Après, sa défense sur les buts que j'ai vus, elle Tout était à pas fait. non plus. Enfin, on Alors, remet souvent les choses sur le gardien. Maintenant, tu c'est ça. regardes les premiers buts du match 7 là qu'il prend. Allô la défense. Alors oui, sinon que pour moi il y a plusieurs choses par rapport à Connor et Helibug. Bon déjà c'est 63 matchs joués sur la saison Ouais. régulière, mais Comme bon Reed effectivement seulement Nino, 20. celui qu'on pointe du doigt quand il y a une défaite c'est le gardien. Je suis Après je d'accord. pense pas, et en plus Connor Helibug il a très bien performé à la maison. J'étais Comparé à à quoi, l'extérieur, 89%? oui c'est Kagi Je dessus. suis d'accord, mais 89%, c'est pas exceptionnel, Thomas, hein. D'accord, j'ai pas dit que c'était exceptionnel, j'ai dit que c'était bien performé par rapport à l'extérieur. Moi, mon gardien, il me fait 89%, c'est pas ouf, hein. Ouais, tu Mais veux pas oui, le sortir au bout. j'entends. Il est à quoi, 74 à l'extérieur?
J'ai plus les stats, mais c'est catastrophique, je crois que c'est 77, je crois. Mais pour te dire, voilà, et après, j'ai eu un gros travail, je pense, de Saint-Louis, notamment sur les premiers matchs, par rapport à Connor et Libuck, parce que je pense qu'ils ont vu les faiblesses qui étaient au-dessus du gant de Connor et Libuck, ils les ont visés, et à chaque fois, ça a fait mouche. Au premier match, c'était clairement le cas, ils ont bien étudié le game plan. Donc voilà, mais effectivement, Connor Hellebuyck s'est comporté de la manière comme celle-ci. Il a joué comme un cucurbitacé et voilà. Et il s'est comporté de cette manière, mais parce que sa défense n'a pas répondu. Elio, tu veux rajouter quelque chose? Ça, c'est juste ma take. Non, mais les bugs, il est pas habitué des playoffs, réellement. C'est pas chaque année que ça arrive du côté de Winnipeg. Euh, Je pense que ouais, quand tu joues 63 matchs dans la saison, que ton remplaçant, Comrie, avec tout le respect que j'ai pour lui, c'est pas non plus le top remplaçant, etc. T'as une énorme Oui, pression qui est sur tes épaules, t'as de la après, en saison fatigue. régulière, c'est un duo très solide. Saison régulière, c'est un duo très solide, mais faut voir quand ils font jouer Comrie aussi, quoi, tu vois. C'est ça. Je pense qu'il y a de la fatigue, il y a de la pression, c'est un petit peu un mélange de tout. Saint-Louis en face, c'était bien organisé, comme vous le disiez, et c'est vrai que, mine de rien, maintenant, Winnipeg, ils ont peut-être surdominé toute l'année, mais si on veut vraiment regarder en détail, la défense, c'est pas la défense la plus exceptionnelle du top tier de la NHL. On va pas se mentir aussi là-dessus. Voilà, maintenant, c'est à lui de montrer d'être clutch dans la prochaine grosse confrontation, mais c'est vrai que ça laisse poser des questions. Après, c'est toujours pareil, en fait, tu as ces joueurs qui vont être très bons pendant la saison régulière et pendant les playoffs, ça va être tout l'inverse. Et c'est pareil sur les attaquants, sur les défenseurs. Et tu as ces joueurs qui vont être en playoff mode. Alors que pendant toute la saison régulière, c'était bien, mais sans plus, quoi. Et là, on le voit avec, par exemple, Bobrovski, c'est littéralement le cas, c'est que c'est un gardien de playoff, tu C'est-à-dire vois. Il l'a montré l'année dernière. Svechnikov chez les Canes. Hein. Chechnikov chez les Canes, par exemple, Mhm. tu vois. Et Hellebuyck, bah, il montre un petit peu l'inverse, mais il y a aussi les raisons qu'on a citées qui peuvent tendre vers ça. Maintenant, ce qui va être intéressant, en fait, moi, ce qui m'intéresse le plus dans dans cette histoire, c'est qu'on va avoir une confrontation Hellebuyck-Jake Oettinger. Et littéralement, c'est le poste du gardien de l'équipe nationale. Voilà, Mm. en gros. Et on n'oublie pas que les Jeux Olympiques, c'est en février. Voilà, Voilà. voilà. Et qu'il n'y aura pas Marc-André Fleury. Mais en tout cas, Thomas, j'ai retrouvé les stats de notre ami. Alors, avant le match 7, Connor Hellebuyck était à 87,9% d'arrêt à domicile, 75,8% à l'extérieur. Voilà, voilà. 87,9%, c'est dégueulasse, Thomas, je te le dis. Donc, Alors, voilà, non, voilà. alors. Par rapport à 74, non, c'est pas dégueulasse. Non, 75,8%, c'est pas pareil. Écoute, Je te moi pour taquine. moi, Mais déjà, je comprends, 87,9%, je c'est comprends. dégueulasse. Hein. Oui, c'est peut-être dégueulasse. C'est peut-être dégueulasse et je vais rien dire dessus parce que je sais ce que j'ai voulu dire. Mais tu as tout à fait raison, cher Nino, effectivement. Non, mais je te taquine, mais c'est juste que déjà de base, c'est pas fou. Mais effectivement, en comparaison, c'est largement mieux. Quand tu perds 12 points, c'est cata. Mais, mais, Mais mais donc, c'est mais c'est vrai qu'un gardien de playoff, tu t'attends à ce qu'il fasse au moins 90. bah, Voilà. c'est ça. Passable. Et c'est pour ça que, et on va, pour conclure sur cette question, non, il n'y aura pas d'équipe canadienne championne, sauf si les Maple Leafs éliminent les Florida Panthers. Eh ben écoutez messieurs, c'est une très belle façon de conclure ce podcheck. Voilà. On va conclure ce podcheck. Nino, Elio, est-ce que vous avez un dernier mot avant de conclure cet épisode du podcheck qui débriefe le round 1 des Stanley Cup Playoffs? Moi, je vais juste en profiter pour dire merci à notre ami NHL 360 qui fait de l'excellent travail pour relayer tout ce qui se passe dans notre ligue préférée, évidemment. Donc, je te fais un big shout-out pour le travail abattu, absolument monstre. Donc, bravo et merci à toi. Et petit shout-out aussi à tous les comptes de fans de franchise qui relayent pendant ces playoffs. C'est toujours plaisant de voir les petits débriefs de chacun le matin. Et puis merci à vous messieurs pour ce podcast de qualité. Désolé à ceux qui m'auront vu bailler sur YouTube, je suis désolé, je suis un tout petit peu fatigué parce que je bosse beaucoup pour vous proposer un format qu'on ne voit que très peu aux mondiaux. Donc voilà, beaucoup de travail et j'ai hâte de vous en parler quand la liste des Bleus sortira. Mais voilà, donc merci messieurs pour cet épisode et puis je vous passe la puck. T'as Elio, bien tu fait la de parler récupères. des comptes. Eh,
Sharks et Ducks France, je vous aime trop. Ah, Vous êtes. Ducks France, je Ducks veux. France, je t'aime parce que tu es Ah libéré ouais. de Craig Cronin. Ah oui, c'est vrai, ouais. Les Sharks et Ducks Et France, rien les que pour mecs, ça, vous êtes les GOAT, vous êtes les meilleurs. J'adore la Californie que grâce à vous. Voilà. Et Blink-182 aussi, au passage. ça nous Yellow manquait Card des Marc concerts aussi. d'Elio. Bon, allez. Il y a le card aussi, Elio. Hein. Non, Yellow Card, ils sont de Floride. Floride, pardon, Floride, Jacksonville, Western ouais. Avenue, pardon, excuse-moi. Bon, les Excuse-moi. Ticos. Et Green Day, merci pour Green Day, merci. Merci pour Les- Green Day. Ouais, non, c'est Linkin Park, je l'ai déjà Et dit. la fouine, il vient pas de Californie? Si, il vient de Ventura Beach en Californie. Exactement. Mais, ouais. Et encore merci pour Blink-182 les mecs. Sharks France et Ducks France, merci pour. Non, alors moi j'aimerais juste faire. San Diego, donc bon. J'aimerais dire un grand merci quand même à Anaheim Ducks qui quand même trouve le moyen de troller les fans des Kings. Alors qu'ils se font éliminer 4 fois d'affilée par Edmonton, il dit la dernière fois qu'on a gagné, Los Angeles ça fait toujours perdu. Donc voilà. Ouais. Et d'ailleurs, attends, on fait bien de parler de ces deux équipes. Excusez-moi les gars de vous interrompre, mais cette nuit, on a donc On a la l'épisode draft. sera pas encore sorti. Enfin, on a la loterie. On a la loterie pour savoir qui aura quel sera l'ordre des pics de draft cette année et qui aura le premier pick. Il me semble que les Sharks sont en pole position et que les Ducks justement sont deuxième en termes de Je vais regarder pourcentage. le tweet de notre Ah, ami NHL 360. Donc prenez le popcorn et regardez pour voir quelle équipe gagnera donc cette loterie de draft. Effectivement. Elio. Alors Elio, les San Jose Sharks ont 25,5% de chance d'avoir le first pick de la draft, Ok. devant les Chicago Blackhawks 13,5% et les Nashville Predators 11,5%. Franchement, si c'est Bon, Chicago les qui l'a, oubliés. c'est un scandale. Anaheim est à 6% est à 6%, ouais, 8ème. Alors les gars, je me permets de faire un tout petit rappel historique. Je crois que c'est 2006-2007 où coup sur coup, Chicago va récupérer Jonathan Taves et Patrick Kane. Voilà. C'est ça, mais il faut rappeler que surtout que si une des franchises qui a déjà eu le first pick ces 2 dernières années hérite du first pick, elle sera interdite d'avoir le first pick sur les 5 prochaines. Oh bah c'est dommage, tiens, tu pourras reconstruire Non, ton mais- équipe que pendant 5 ans. Non mais Thomas, enfin il faut le rappeler, c'est les nouvelles Mais règles l'autre, NHL, il faut le rappeler parce que mine de rien, Chicago et San Jose sont un petit peu concernés, donc voilà. Bon, bah écoutez, voilà. On va Et finir l'épisode. excuse-moi, Thomas, juste avant de finir, Thomas enregistre un épisode du Podcheck que je vous invite tous à écouter. Donc c'est Avec Adrien Grange. l'avant-dernier épisode, ouais, avec Adrien Grange, journaliste de l'équipe, ultra intéressant, ultra cool. Donc merci déjà à Adrien Grange de nous avoir donné de son temps. Merci énormément à lui. Merci à Thomas d'avoir pris de son temps aussi pour le faire parce qu'avec Nino on était occupés. Ça. Donc voilà, n'hésitez pas à aller écouter Thomas the et Goat. donner un peu de force pour le journalisme français sur le hockey sur glace. C'est extrêmement intéressant et puis ça parle du meilleur joueur de tous les temps évidemment pendant cet épisode. Voilà, au passage. C'est ça. Et Et, des vous- 15 000 personnes qui sont abonnées à l'équipe, mais pas au Podcheck. Donc on vous invite à mettre les alertes sur le Podcheck, parce que si vous êtes 15 000 sur l'équipe, ça nous ferait plaisir que vous soyez 15 000 sur le Podcheck. Voilà, des bisous. Voilà, bah écoutez, je pense que vous avez tout dit. Merci effectivement Adrien Grange pour l'entrevue. On a parlé beaucoup de hockey, beaucoup d'Ovechkin, et je l'ai invité à venir parler dans le Podcheck. On a parlé d'Ovechkin et il me dit ouais, en off, il m'a dit j'ai un petit débat là avec Elio. Pour moi le GOAT ça sera toujours un numéro 99, mais je lui ai dit bon bah écoute, tu viendras en débattre dans le Podcheck. Donc voilà, je pense qu'il y a moyen qu'on fasse des épisodes légendaires, voilà bientôt, mais toujours très très bien accompagné avec les amis Nino et Elio. Dédicace effectivement à grosse dédicace à NHL 360 qui fait un travail fabuleux. Je sais pas comment il fait, littéralement je ne sais pas comment il fait. On ne sait pas comment il fait, mais il fait un travail de qualité, tout comme les comptes messieurs que vous avez tous cités. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Je rajoute Dans- juste un big shout-out à notre ami Thomas Wollock, quand même, qui prépare les podchecks toutes les semaines, enfin toutes les 2 semaines, en plus de son travail, qui est un bosseur acharné, qui anime avec passion cet épisode et qui fait tout le travail de l'ombre. Donc big shout-out à Thomas, parce que c'est aussi lui derrière boss. les comptes Twitter et les réseaux sociaux. Vraiment, c'est le big boss, c'est le boss de fin du jeu, et on le met pas assez au centre, sous le feu des projecteurs. Donc j'en profite d'avoir l'antenne pour le faire. Merci à toi, Thomas, au nom de Elio et moi, je pense pouvoir le dire en notre nom, et aussi au nom des auditeurs, je le pense. Donc voilà, merci à toi. Merci beaucoup les gars, merci beaucoup. Elio, toi qui s'occupe des contrats, tu peux rehausser le salaire de Nino? C'est ok, t'inquiète, je On aura prends peut-être pas. la prime Maple Leaf. On verra.
On verra. Bah écoutez, bon courage à vous. Continuez de parler de hockey. Profitez bien de cette seconde ronde des NHL Playoffs et on se retrouve à la fin pour en discuter. De nouveau, allez, ciao, bye. Salut tout le monde! Salut tout le monde.